Imaginez cette scène. C'est le front de l'Est en 1943 et vous êtes un soldat allemand sur la ligne de front. Au loin, vous pouvez voir et entendre une ligne de chars soviétiques T-34 avançant et cliquetant vers votre position. Mais plus que cela, chevauchant à l'arrière d'eux, derrière leur tourelle, se trouvent des essaims de troupes soviétiques, tous tenant une petite mais distinctive arme. Vous connaissez très bien cette arme, et avec la connaissance de ce qu'elle peut faire, vous commencez à tirer avec votre mitrailleuse MG-42, espérant tuer autant de troupes soviétiques que possible avant qu'elles ne puissent entrer dans votre portée. Car une fois qu'ils le feront, vous savez que l'enfer sera déchaîné sur vous. Chaque guerre a son arme qui aide à symboliser la lutte des nations, et l'une des plus distinctives du front de l'Est, où le conflit est rappelé comme la Grande Guerre patriotique, était le pistolet mitrailleur PPSH-40 et un... Cette petite arme brute mais efficace serait déterminante pour renverser la marée contre les forces de l'Axe qui tentaient de s'abattre sur Moscou. Et cela prouverait le vieux dicton soviétique: la quantité a une qualité à elle seule. Bienvenue à Guerre du Monde. En apparence, au début du XXe siècle, le concept de mitraillette semblait aller à l'encontre de la doctrine établie des armes de champ de bataille, qui mettait toujours l'accent sur l'importance des fusils de calibre assez grand avec une longue portée et une puissance d'arrêt, mais ceux-ci étaient souvent au détriment du taux de tir. Le Lee Enfield britannique, avec sa cartouche .303 par exemple, avait une portée théorique maximale de 2743 mètres, soit un peu plus de 1,6 miles, mais ne pouvait cracher qu'environ 20 balles par minute, et même alors, seulement entre les mains d'un opérateur qualifié et expérimenté. Ces armes étaient soutenues par des pistolets, des armes personnelles suffisamment petites pour être maniées d'une seule main, et qui avaient souvent un taux de tir légèrement supérieur à celui de leurs homologues fusils, mais au détriment de la portée. L'un des pistolets américains les plus répandus pendant la Première Guerre mondiale et au-delà était le Colt M 1911 qui tirait la cartouche .45 Automatic Colt Pistol, mais avait une portée de tir effective de seulement 50 mètres, soit 48,8 mètres, mais sa facilité d'utilisation et sa capacité d'autochargement le rendaient, ainsi que ses semblables, extrêmement mortels dans les combats rapprochés, comme dans les zones urbaines. Compte tenu de l'échelle significative entre ces classes d'armes, beaucoup pensaient qu'il y avait un terrain d'entente à combler avec une arme à tir rapide et à grande létalité qui n'avait pas besoin de la portée d'un fusil complet et des inconvénients qu'ils imposaient. Dès l'aube du XXe siècle, des expériences étaient déjà menées pour améliorer les pistolets en les rendant entièrement automatiques et permettant ainsi à un soldat d'avoir un taux de tir élevé à infliger à un ennemi, en particulier lors de l'assaut d'une position fortifiée où les fusils de taille normale étaient souvent un obstacle plutôt qu'un avantage, car leur taille et leur faible taux de tir les rendaient encombrants et maladroits. Bien que de nombreuses armées aient expérimenté de telles armes, ce ne serait pas avant 1915 que le premier précurseur de la mitrailleuse émergea sous la forme du pistolet mitrailleur M12, P16 austro-hongrois. Le développement ultérieur du concept a conduit à l'abandon de la configuration typique du pistolet, qui a plutôt été conçu sur des lignes similaires à celles des fusils, mais à une échelle plus petite et en utilisant des munitions de taille de pistolet traditionnelle. Juste après cette arme est venue la pistola mitragliatrice Fiat Mod 1915 italienne, une arme à double canon avec un chargeur à chargement par le haut pour chacun, mais bien qu'elle soit une arme portable, elle était loin d'être idéale pour un simple soldat à manier seul. Finalement, l'un des canons a été retiré et le fonctionnement a été retravaillé pour être plus facilement manipulé par une seule paire de mains. Le résultat, l'OVP 1918, établirait en grande partie la norme pour les mitraillettes qui ont suivi. Cependant, ce serait le MPDX-8 allemand, développé par Hugo Schmeisser, qui aurait le plus grand impact sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Il a été nommé le Kugelspritz, ou arroseur de balles, par les troupes de choc spécialisées
ou les Stormtroopers qui ont manié l'arme et qui ont été spécifiquement formés pour le combat dans les tranchées ennemies, où leur taux de tir élevé s'est avéré totalement dévastateur. Heureusement pour les puissances de l'Entente, les Allemands n'ont pu introduire ces armes que dans les dernières semaines de la guerre, mais elles ont été un tel choc qu'elles ont imposé des limites sur le nombre que l'armée allemande pouvait posséder après la guerre, comme stipulé dans le traité de Versailles. La Grande Guerre avait prouvé qu'au lieu de s'éloigner sur de grands champs ouverts, comme dans les anciennes batailles, la guerre moderne rapprochait en réalité les soldats, et donc le pistolet mitrailleur était là pour rester, bien qu'il reste une arme de soutien aux fusils de combat traditionnels à longue portée. Durant l'entre-deux-guerres, les troupes britanniques ont largement utilisé les pistolets mitrailleurs contre l'armée républicaine irlandaise et dans l'Empire, tandis que les troupes américaines les ont employés dans divers engagements lors des guerres de la banane au Nicaragua, où la jungle épaisse rendait le combat rapproché et personnel. Pendant ce temps, en Union soviétique, l'armée rouge a simultanément reconnu la nécessité d'introduire un pistolet mitrailleur de leur propre et a obtenu une plus grande autonomie dans la conception de ces armes, qui reposaient largement sur le design et l'innovation étrangers. Cela a conduit le célèbre concepteur d'armes soviétique Fyodor Tokarev à produire le prototype de pistolet mitrailleur Tokarev modèle 1927, la première arme de ce type conçue par les soviétiques. Malgré cela, il a toujours fait face à une forte concurrence d'autres concepteurs, tous désireux de plaire au Premier ministre soviétique Joseph Staline, ce qui était parfois une question de vie ou de mort. Le développement, les tests et les essais de comparaison avec des designs concurrents ont finalement vu l'arme de Tokarev présélectionnée, aux côtés d'un autre design de Vassili Degtiarev en 1934. Malheureusement pour Tokarev, l'arme de Degtiarev était supérieure à presque tous les égards, sauf qu'elle était légèrement plus lourde. Désigné en russe comme le pistolet Polymiot Degtiaryova, signifiant le pistolet mitrailleur Degtiaryov, cela a été abrégé en pistolet Polymiot Degtiaryova, et avec l'année de modèle étant 1934, il était donc connu sous le nom de pistolet Polymiot Degtiaryova 34. Malheureusement, l'arme était assaillie de problèmes, dont le moindre n'était pas des problèmes de production, car c'était une arme compliquée pour l'industrie de l'armement soviétique des années 1930 à fabriquer. Les chiffres étant loin de ce qui était nécessaire, l'arme a été officiellement annulée en 1939, mais Degtiarev, qui avait maintenant l'oreille de Staline, a pu faire annuler cette décision alors que l'armée soviétique se préparait à une guerre avec la Finlande, qu'elle s'attendait à écraser en quelques jours seulement. Au final, une direction soviétique épouvantable a permis aux Finlandais de monter une défense spectaculaire contre les envahisseurs largement supérieurs en nombre. Dans le combat rapproché des forêts finlandaises, idéal pour les embuscades, les troupes finlandaises étaient équipées de leurs propres mitraillettes. Sous la forme du superbe Suomi KP-30 et un avec son chargeur rond distinctif contenant 40, puis plus tard 71 cartouches de munitions. Le KP-31 n'a fait que souligner davantage les lacunes du pistolet Polymiot Degtiaryova, encore une fois, le plus grand problème étant qu'il n'y en avait tout simplement pas assez en production. Georgi Semyonovitch Spagin est né le 17 avril 1897 dans le gouvernorat de Vladimir, qui était alors la région nord-ouest de la Russie impériale. Il a commencé sa carrière professionnelle à l'âge de 12 ans en travaillant comme apprenti charpentier. Mais quand il avait 19 ans, il a été enrôlé dans l'armée impériale russe pour combattre dans la Grande Guerre. Suite à la Révolution d'Octobre en 1917, il s'est reconverti en armurier pour l'armée rouge et a finalement trouvé lui-même à travailler avec Degtiaryov. Ce parcours professionnel l'a amené à expérimenter de nouveaux designs d'armes à feu de sa propre création. Mais il n'a connu aucun succès significatif jusqu'en 1938 lorsqu'il a conçu la mitrailleuse lourde soviétique DSHK, dont environ 8000 unités seraient finalement fabriquées. Fort de ce succès, il a tourné son attention vers le besoin urgent d'un nouveau pistolet mitrailleur plus facile à produire que l'arme de Degtiaryov. Le pistolet Polymiot Degtiaryova a fait un usage intensif de composants usinés, un processus qui utilise des machines à fraiser pour créer les composants de l'arme, en particulier dans le récepteur. Mais c'est ce processus qui a entraîné un coût élevé et une faible production, car peu d'usines en Union soviétique à l'époque étaient suffisamment équipées pour répondre à la demande.
Spargen a donc eu l'idée d'utiliser l'estampage de métal pour créer les pièces, un processus beaucoup plus simple qui consiste à placer une tôle plate dans une presse à estamper qui la reforme dans la forme désirée. En 1940, après la fin des hostilités avec les Finlandais, Spargen a produit sa première arme prototype, mais c'était plus qu'une version simplifiée du pistolet polymiote Degtyaryova. Spargen a aussi intégré un compensateur de gaz à sa conception, réduisant ainsi le recul du canon lors du tir rapide et améliorant nettement la précision. Comparé au pistolet polymiote Degtyaryova, la nouvelle arme avait environ 70% de regroupement supplémentaire des tirs. Cependant, avant que la production puisse être autorisée, la nouvelle arme de Spargen a dû se défendre de la concurrence, y compris une nouvelle arme de Degtyaryov lui-même. Mais c'était un design proposé par Boris Gabrielievitch Spitalny qui menaçait vraiment son design plus simple. L'arme de Spitalny égalait celle de Spargen en termes de cadence de tir, mais les essais effectués en octobre 1940 lui attribuaient une précision supérieure de 21%. Cependant, le design de Spargen a finalement prévalu grâce à la simplicité de sa construction et assemblage. L'armée rouge avait appris qu'une arme même légèrement inférieure était préférable à aucune arme du tout, et c'est la promesse de chiffres de production nettement plus élevés qui a décidé de l'issue. Le 21 décembre 1940, le comité de défense des commissaires du peuple a décrété que l'arme devait être adoptée comme la mitrailleuse du système Shpagin, type 1941, mais elle serait toujours rappelée après son abréviation russe, comme le PPSH-40, et une telle priorité a été accordée à la production de l'arme que les membres du Parti communiste eux-mêmes se sont vus confier la responsabilité personnelle de respecter les quotas dans les régions qu'ils administraient. Ne pas atteindre les quotas était souvent sévèrement sanctionné et risquait de tomber en disgrâce auprès de Staline, un risque que personne n'oserait prendre. Cette peur a encouragé un haut degré d'ingéniosité lors de la fabrication de la nouvelle arme. Un exemple classique était la réalisation que le canon du vieux fusil à verrou Mosin-Nagant pouvait être retiré, coupé en deux, et retravaillé pour fabriquer 2 canons pour les lignes de production de la nouvelle mitraillette. Le pistolet Pulmio Shpagina 40 et 1 était une arme à recul qui tirait à partir d'un verrou ouvert avec un percuteur fixé en permanence sur la face du verrou. Le commutateur de sécurité était incorporé dans la poignée d'armement et fonctionnait en poussant un curseur sur le dessus de la poignée, tandis que le sélecteur pour le tir automatique ou semi-automatique était situé à l'intérieur de la garde de la détente, juste devant la détente. Pour un entretien facile, le récepteur était articulé et pouvait pivoter vers le haut pour le nettoyage. Les canons étaient en chromé, ce qui contrait les effets corrosifs du type de munition de 7,62 mm par 25 mm qu'il était destiné à tirer. Le canon comprenait également une gaine, qui incorporait un frein de bouche rudimentaire qui s'étendait en angle à l'avant, ce qui aidait à atténuer dans une certaine mesure le relèvement du museau, mais en contrepartie, augmentait le bruit et le flash du museau, alertant l'ennemi sur la position du tireur. La crosse en bois était généralement considérée comme plus confortable que beaucoup des crosses en acier sur les autres modèles de la Seconde Guerre mondiale, comme le MP40 allemand, tandis que la hausse arrière utilisait des ouvertures rabattables pour 100 et 200 mètres, bien que la portée effective se situait quelque part entre les deux, dans la région des 150 mètres. Se souvenant des impressionnants chargeurs tambours que les Finlandais avaient adoptés pour leur Suomi, Spargen a conçu un chargeur-tambour équivalent de 71 cartouches pour son arme. Théoriquement, cela semblait être une caractéristique clé du pistolet pulémiote Shpagina 40 et toutefois, en réalité, le chargeur était à la fois un avantage et un inconvénient. Même si l'arme peut contenir 71 cartouches à pleine capacité, elle a tendance à avoir des problèmes d'alimentation entraînant des arrêts. Cependant, l'expérience de l'utilisation de la mitraillette a appris à l'armée rouge que cela était beaucoup moins probable si seulement 65 cartouches étaient chargées à la fois. Le rechargement de ces chargeurs était une affaire laborieuse, et sans poignée avant fournie, les troupes soviétiques devaient généralement positionner leur main gauche sous le chargeur de manière plutôt inhabituelle lors des tirs. À partir de fin 1942, un nouveau chargeur courbé a été développé pour être utilisé avec l'arme, qui, bien qu'il ne contienne que 35 cartouches, était plus fiable et plus confortable à tenir, mais il n'a jamais pu remplacer le chargeur précédent.
Compte tenu des différents ateliers produisant les armes, il y avait des exemples qui avaient de petites imperfections, signifiant qu'ils ne pouvaient pas accepter tous les chargeurs et ont donc passé la plupart, sinon toute leur vie opérationnelle, à utiliser uniquement le chargeur tambour, car c'était le seul qui s'adaptait. La production s'intensifiait juste au moment où les Soviétiques se retrouvaient dans une lutte de plus en plus désespérée contre l'offensive de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique par Hitler, soutenue par des alliés anti-soviétiques tels que l'Italie, la Roumanie, la Hongrie et la Finlande. Avec plus de 3,8 millions de troupes bien armées et motivées alignées contre eux, la direction de l'Armée rouge a constaté qu'une fois de plus, ils étaient confrontés à des pénuries d'armes, certains soldats allant au combat ne portant rien du tout sauf des munitions, s'attendant à ramasser un fusil d'un camarade mort. Encore une fois, l'accent mis par Spargen sur la simplicité de fabrication s'est avéré être la clé du succès, et bientôt les usines et même les petits ateliers ont été reconvertis pour commencer à fabriquer la nouvelle arme à envoyer en première ligne. Après que l'industrie manufacturière russe a été délocalisée hors de la portée des bombardiers allemands. En 1942, le peuple soviétique produisait incroyablement plus de 3000 exemplaires par jour. Certaines unités de l'armée rouge étaient équipées uniquement du PPSH-40 et un quart, c'était la seule arme disponible en quantité suffisante, qu'elle se batte dans les rues de Stalingrad, où elle excellait, ou dans les champs ouverts de l'Ukraine, où elle était surpassée par les fusils de combat et les mitrailleuses allemandes. En service, l'arme s'est avérée robuste, résistante et fiable, et surtout, elle était simple à utiliser, un autre attribut essentiel compte tenu de la qualité relativement faible de la formation que recevait le conscrit soviétique moyen. Avec le PPSH, chaque soldat soviétique disposait d'une puissance de feu impressionnante et représentait une menace très réelle pour les troupes de l'Axe, à condition qu'ils puissent réduire la distance entre eux, cela étant souvent facilité par un trajet jusqu'au combat à l'arrière d'un char T-34. La puissance de cette mitraillette soviétique n'a pas échappé à ses ennemis, qui ont rapidement appris à la respecter. Les Allemands ont ainsi instauré 3 politiques influencées par sa prolifération au sein de l'armée rouge. D'abord, les Allemands ont créé des manuels pour l'utilisation des armes capturées face à la pénurie de leurs propres armes et à l'abondance de celles tombées entre leurs mains après les batailles. Sur cette base, ils ont également donné des instructions sur comment recalibrer les armes pour leurs propres munitions Mauser de 7,63 mm par 25 mm comme celles utilisées par le MP40 allemand. De plus, pour distinguer les versions modifiées, les Allemands ont appliqué la désignation MP40 et 1R, tandis que les PPSH-40 et un standard, utilisant toujours leurs munitions soviétiques d'origine, étaient connus sous le nom de MP717R. Tellement sont tombés entre les mains des Allemands que l'arme est devenue la deuxième mitraillette la plus courante dans la Wehrmacht. Cependant, peut-être que l'influence la plus significative de l'arme sur les Allemands a été de les faire reconsidérer leurs propres fusils de combat standard. En 1943, les troupes allemandes armées de carabineurs 98 et d'autres fusils de combat traditionnels à verrou avaient de plus en plus de mal à lutter contre les vagues de troupes armées de PPSH-40 et un qui assaillait leur position. Alors que les troupes allemandes étaient capables de tuer beaucoup d'entre eux avec leurs fusils avant que les soviétiques n'entrent dans leur portée, il y avait tellement de soviétiques attaquant en même temps qu'au final, au moins certains d'entre eux parvenaient aux positions allemandes, où ils déchaînaient la puissance de feu impressionnante de leurs mitraillettes bon marché, mais efficaces avec un effet dévastateur. En même temps, il y avait un groupe grandissant en Allemagne qui soutenait l'adoption d'une nouvelle arme révolutionnaire qui combinait la praticité et le taux de tir d'une mitraillette, mais combinée à la létalité et à la portée plus grande des fusils plus grands. Les rapports sur le PPSH-40 et un en combat ont été utilisés pour finalement convaincre Hitler d'autoriser la production de cette nouvelle arme, et après les tests et les combats de certains prototypes précoces, elle a été approuvée pour la production. Le Sturmgewehr, 44 souvent abrégé en STG-44, était si révolutionnaire qu'il ne semblerait pas trop déplacé dans les armées d'aujourd'hui, étant l'ancêtre de nombreux fusils d'assaut modernes. L'influence des mitraillettes sur la conception est évidente, avec la poignée de pistolet et le grand magasin orienté vers le bas, et elle était généralement confortable à utiliser. Bien qu'il pèse environ 5,9 kg avec un chargeur plein, il était plus lourd que le pistolet Pulemyot Shpagina 40 et un ou même le Kar 98.
Un soldat utilisant la nouvelle arme pouvait passer du mode de tir semi-automatique au mode de tir entièrement automatique grâce à un interrupteur sur le côté gauche qu'il pouvait monter ou descendre avec son pouce droit sur la poignée du pistolet. Et selon le mode de tir qu'il utilisait, la portée effective variait de 300 à 500 mètres, bien au-delà de la portée du pistolet Pulemyot Shpagina 40 et en donnant à l'armée allemande une arme pour vraiment combattre la célèbre arme soviétique. Cependant, dans un combat rapproché, l'opérateur du STG-44 était toujours désavantagé, compte tenu du chargeur plus grand accordé à son adversaire soviétique, à condition, bien sûr, que le fusil ne s'enraye pas. Au cours de sa production, le PPSH-40E1 a été modifié et amélioré, mais malgré sa simplicité de fabrication, la direction soviétique estimait qu'une nouvelle arme pouvait être conçue et construite encore plus facilement, mais sans compromettre les performances. Ils ont réussi et le résultat a été le PPS-43. Cependant, malgré ses avantages, il n'a jamais pu remplacer le PPSH-40E1 et il a continué à être produit par milliers par jour, garantissant que l'armée rouge ne manquait jamais d'exemplaires de cette arme emblématique. Lorsque la production soviétique a cessé, plus de 5 millions d'unités avaient été fabriquées, ce qui en fait l'une des armes les plus utilisées de la guerre. En plus de devenir un symbole durable de l'armée rouge proprement dite, l'arme est également devenue le symbole de l'effort de guerre partisan derrière les lignes allemandes. Les partisans étaient souvent des soldats ou des civils qui avaient été dépassés par la rapidité de l'avancée allemande à travers leur patrie et ont donc commencé un mouvement de résistance menant des embuscades, posant des pièges et se livrant à des actes de sabotage. Le PPSH-40 et 1 a été parachuté en grand nombre à ces groupes, augmentant considérablement la létalité des partisans grâce à sa robustesse et sa puissance de feu, signifiant que même derrière les lignes de l'Axe, les troupes n'échapperaient pas à sa fureur. S'inspirant du STG-44 comme de nombreuses forces armées à travers le monde, l'armée rouge a commencé le développement de ses propres fusils d'assaut après la fin de la guerre, qui offrèrent le meilleur équilibre entre la mitraillette et les anciens fusils de bataille. Dans le cas des soviétiques, cela a abouti à une arme peut-être encore plus emblématique, sous la forme de l'automate Kalachnikova, mieux connue sous le nom de AK-47. Sans doute l'arme personnelle la plus importante du XXe siècle. Le PPSH-40E1 est resté en usage, mais son importance a considérablement diminué, étant utilisé par les forces de sécurité et comme arme personnelle pour les équipages d'avions et de chars au cas où ils trouveraient leur monture désactivée par le feu ennemi. Avec tant d'armes maintenant en surplus pour les besoins de l'armée rouge. Des milliers ont été envoyés pour soutenir les forces révolutionnaires communistes qui émergeaient dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale. Les pistolets Pulemyot Shpagina 40 et 1 ont été fournis aux forces pro-Moscou qui étaient désormais sous l'égide soviétique en Europe de l'Est, comme la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Yougoslavie, mais peut-être plus significativement, ils ont été envoyés pour soutenir les communistes en Chine sous Mao Zedong. Les Chinois finiraient par entreprendre leur propre production de l'arme, tout comme leurs voisins de la frontière sud en Corée du Nord. Les PPSH-40 et un originaux, ainsi que les exemples chinois et nord-coréens, ont été largement utilisés dans la guerre de Corée contre les forces de l'Organisation des Nations Unies. Comme les Allemands avant eux, les troupes de l'Organisation des Nations Unies, principalement composées de forces américaines, ont appris à respecter le PPSH et ses clones, malgré le fait que ces derniers se sont avérés nettement moins fiables que les originaux en raison des techniques de fabrication inférieures utilisées. Plus tard dans la décennie, un autre allié chinois, le Nord-Vietnam, a redessiné leurs exemples fabriqués en Chine pour inclure un certain nombre d'améliorations. L'arme résultante, surnommée la K-50M, est nettement différente en apparence grâce à la réduction de la manchette de refroidissement. Telle était la réputation de cette mitraillette que des exemplaires ex-soviétiques ont été acquis en vrac et retravaillés en tant qu'arme semi-automatique par les États-Unis, par la société A-Arms, pour la vente sur le marché commercial américain. Les premiers modèles, critiqués pour leur qualité médiocre, ont été suivis d'une version améliorée qui reste prisée des amateurs et collectionneurs d'armes de la Seconde Guerre mondiale. Étant donné que la simplicité de construction était un attribut clé de la conception, il n'est donc pas surprenant que la production non officielle ait lieu, et dans les années 1990, près de 50 ans après que Spargen l'ait conçue, l'arme était à nouveau en production, cette fois pour les forces de la Croatie, luttant pour l'indépendance pendant la période horrible et sanglante des années 1990,
lors de la dissolution de la Yougoslavie. L'armement de l'époque soviétique était rarement à la pointe de la technologie, mais là où les soviétiques excellaient comme aucune autre nation, c'était leur capacité à concevoir et à construire des armes bon marché, robustes et efficaces, et cela est illustré par le pistolet Pulemyot Shpagina 41. Et avec des exemples même vus en combat parmi les groupes de milices aujourd'hui en Ukraine, luttant contre l'armée russe, il semble que cette arme en particulier mérite non seulement l'éloge d'être l'une des plus grandes de l'histoire, mais aussi qu'elle n'a pas encore vu son dernier champ de bataille.